Salut, c'est Maxence, bienvenue dans ce tout premier rendez-vous de l'investisseur, le rendez-vous mensuel à ne pas louper pour exploser dans tes investissements immobiliers. L'objectif de ces rendez-vous, c'est de te faire rencontrer une personne à chaque fois de mon équipe immobilière. Et aujourd'hui, on va aller à la rencontre d'Emeline Chabert qui est courtière en financement. Donc dans la première partie de la vidéo, elle t'expliquera ce qu'est le courtier, à quoi est-ce qu'il peut servir. Et dans la deuxième partie de cette vidéo, il t'expliquera comment est-ce qu'elle peut négocier auprès des banques, comment est-ce qu'elle négocie, comment est-ce qu'elle sélectionne les banques en fonction des projets. Sur ce, je te dis à tout de suite, on y va. Eh ben, écoute, merci Emeline de m'accueillir. Merci de ta venue. Alors, comme je disais tout à l'heure, la vidéo sera découpée en deux parties. La première, ce sera une partie sur le courtage, où là tu nous expliqueras un petit peu comment tu en es arrivé là et quel est ton travail au quotidien, ce que tu réalises. Et ensuite, il y aura une deuxième partie sur le financement, plus précisément pour les personnes qui souhaitent trouver un financement, voilà, des conseils, qu'est-ce qu'il faut, qu'est-ce que tu recommandes de faire. Il y a tout un process à mettre avant de vouloir investir, après investir, donc voilà, et même pour trouver des banques, pour faire des choses comme ça. Donc on parlera de ces deux parties. D'ailleurs, vous pouvez retrouver dans la description à quel moment débutent les deux parties pour pouvoir y retourner plus rapidement. Donc, est-ce que tu peux commencer par te présenter? Comment est-ce que tu es arrivé dans le courtage? D'où tu viens? Voilà, pour en savoir un petit peu plus. Eh bien écoute Maxence, rien ne me destinait à être dans le courtage. À la base, j'ai fait des études de droit et sciences politiques à la fac, à Lyon. Et après quelques expériences professionnelles, j'ai eu une opportunité de travailler en banque en tant que conseillère de particuliers. Donc j'ai travaillé 2 ans dans une grande banque française. Et l'année dernière, j'ai décidé de me reconvertir sans me reconvertir, c'est-à-dire de prendre une nouvelle voie dans le domaine bancaire et passer courtière en prêt immobilier et en assurance emprunteur dans l'agence actuelle MT Finance. Ok, d'accord. Donc avant, tu étais conseillère dans une banque classique, donc tu prenais des personnes, et là c'était vraiment, tu vendais tout type de produits, pas forcément que des financements. Voilà, donc les conseillers bancaires sont des généralistes. Ils ont un panel de produits à vendre, ça va de l'assurance au prêt, aux prestations carte bancaire, voilà, convention de compte. Là, le courtier est vraiment spécialisé dans le financement, déjà dans le conseil et après dans la recherche du financement. Ok, donc là, on va dire que tu as essayé cette façon généraliste et tu t'es plus ciblé vers ce que tu aimais vraiment, ce qui était le financement immobilier. Oui, parce que quand on appartient à une banque, on vend les produits de la banque, on vend les produits de l'enseigne et parfois c'est très restrictif. Certains clients ont des besoins particuliers et en tant que courtier, on a une hauteur de vue, un recul qui nous permet d'appréhender une dizaine de banques actuellement pour MT Finance et d'aller chercher vraiment la banque qui correspond le mieux au client en fonction de ses contraintes et de son cahier des charges. D'accord, ok. Donc maintenant, quel est le travail d'un courtier au quotidien? Qu'est-ce qu'il fait concrètement? Donc toi, par exemple, quel est ton quotidien? Alors, mon quotidien, c'est déjà d'aller voir les apporteurs d'affaires, donc qui sont de plusieurs types, les notaires, les agences ou les investisseurs immobiliers. Donc les apporteurs d'affaires, c'est les personnes qui vont travailler... Exactement, c'est les personnes avec qui je noue un lien de confiance et qui vont rencontrer des clients qui sont en recherche d'un financement et qui vont m'adresser. Donc le premier pilier pour un courtier, c'est vraiment de se faire un réseau d'apporteurs d'affaires pour ensuite avoir les clients. Une fois qu'on reçoit les clients, il y a plusieurs étapes. On intervient à plusieurs étapes. Donc un client peut venir me voir en me disant écoutez, je souhaite investir, que ce soit dans une résidence principale ou dans du locatif, mais je veux connaître le montant que je peux emprunter. Donc là, on peut intervenir dans le stade du calcul d'enveloppe. Donc en fonction des documents qu'il va m'apporter, je vais pouvoir appréhender si oui ou non il est finançable immédiatement ou s'il y a des mesures à prendre. Donc là, il y a aussi une partie de coaching qui peut se faire. S'il y a un compromis déjà signé et que le client est déjà finançable immédiatement, là, mon travail intervient auprès des banques. Et donc, je monte le dossier, je présente et j'argumente le dossier en banque. Et après, j'avertis le client quand il y a une proposition qui lui convient. D'accord, très bien. Donc toi, tu as vraiment un boulot qu'on peut prendre
dès le début, en fait, dès qu'on Exactement. commence à s'intéresser, soit pour acheter, comme tu dis, ta résidence principale ou un investissement locatif ou une résidence Voilà. secondaire, bref, dès qu'on veut investir dans l'immobilier, on peut te demander des conseils et toi, comme ça, tu peux commencer à répondre, à analyser un petit peu la situation. Exactement. Acheter, que ce soit une résidence locative ou une résidence principale, ça demande un certain temps de préparation. Donc la banque va analyser des documents sur plusieurs mois avant la signature du compromis. Okay. Donc il faut s'assurer que la situation du client soit assez sexy pour les banques sur au moins les 3 derniers mois. Il faut qu'on ait une certaine cohérence entre le projet et le profil du client. Donc ça, c'est ce travail-là de mettre en adéquation les attentes du client et les attentes de la banque. D'accord, ok, très bien. Alors maintenant, il y a une question qui m'était revenue souvent, c'est quelle est la différence, on a commencé à en parler tout à l'heure, mais entre un courtier et un banquier. Donc tu disais que le courtier a plus de hauteur et du coup... Oui, les courtiers sont intermédiaires, donc c'est-à-dire que nous, on n'est pas affilié à une banque. Donc c'est-à-dire qu'en fonction vraiment du cahier des charges du client et de sa demande, mais aussi des contraintes liées à son profil, on va aller chercher la meilleure banque qui répondra le mieux à ses attentes. Un conseiller bancaire, lui, fait partie d'une structure et donc il n'a que des produits à vendre de sa structure. Donc là, concrètement, en investissement locatif, certaines personnes sont demandeuses d'un apport réduit, d'une durée plus large. Toutes les banques ne répondent pas à ce genre de critères. L'avantage d'aller voir un courtier, ça permet vraiment de ne se fermer aucune porte. Ok, donc toi, en fait, ton job, c'est vraiment, tu analyses le profil de la personne et en fonction de son profil, tu peux rediriger vers une banque ou une autre banque, vraiment pour que cette banque soit adaptée. Exactement. Alors que s'il a une banque historique, par exemple, elle n'est peut-être pas forcément adaptée à sa situation ou plus adaptée à sa situation et toi, tu essaies de rediriger la personne vers une banque qui est plus adaptée. Exactement, voilà. Okay. Super. Alors, il y a une autre question qui revient très souvent, c'est plutôt courtier gratuit ou plutôt courtier payant? Parce que toi, du coup, est-ce que tu es gratuite ou payante déjà? Alors, je prends des honoraires à mes clients. D'accord. Quand ça? Et donc, au moment de la signature chez le notaire. Voilà. Donc, c'est un gage de qualité, c'est-à-dire que pour un service rendu et une satisfaction, je prends les honoraires à ce moment-là. Je ne prends pas de frais de dossier pendant l'étude du dossier jusqu'à la signature notaire. C'est vraiment une fois que les clients ont obtenu leur financement, ont signé chez le notaire, que les honoraires me seront dus. Donc la différence entre les courtiers payants et les courtiers gratuits, donc là comme je l'ai évoqué, les courtiers payants, comme moi, entre guillemets payants, prennent des honoraires clients et sont rémunérés aussi par la banque. Les courtiers gratuits sont rémunérés uniquement par la banque. Donc voilà, là on peut soulever je dirais peut-être une différence de méthodologie, alors attention aux généralisations. Oui, bien sûr. Mais voilà, quand on est gratuit, c'est-à-dire qu'on n'a qu'environ la moitié des honoraires qu'un courtier payant, on a besoin d'un volume plus important de dossiers pour entrer dans ces frais. Qui dit volume important dit peut-être que certains profils atypiques, certains profils qui nécessitent une analyse peut-être plus approfondie, ne conviendront peut-être pas à un courtier gratuit. D'accord. Voilà. C'est vrai qu'en étant courtier payant, on a cette faculté de s'attarder sur des dossiers, même très complexes. Voilà. Au niveau du temps passé, voilà, c'est ça qui nous limite pas. Deuxième chose, courtier payant, elle a aussi la liberté de renvoyer le client vers sa banque. Voilà, parce qu'une banque qui reçoit à nouveau son client, la plupart ne règle pas le courtier. D'accord, donc ça c'est intéressant aussi parce que du coup le gros avantage, donc là on généralise et bien sûr... Oui, voilà, c'est une généralité, exactement. Mais comme tu dis, le process déjà, enfin la méthodologie est un peu différente parce que vu que toi tu vas être payé par le client et c'est pas la banque, déjà tu vas pas aller voir la banque qui te paye le plus, mais la banque qui est le plus adaptée à ton client. Exactement. Et en plus, comme tu dis, toi le but c'est que le banquier, si sa banque lui correspond, déjà sa banque actuelle, tu vas le faire rester chez lui pour éviter toutes les démarches, toutes les choses comme ça. Voilà, c'est vraiment un gage de transparence d'aller vraiment là où c'est le plus adapté pour le client. Ok, donc c'est pour ça qu'au tout début j'étais un peu dans cet esprit de dire je vais peut-être pas forcément payer un courtier parce qu'il y en a qui sont gratuits, mais c'est vrai que quand on creuse un petit peu, tu comprends d'ailleurs pourquoi. Voilà, c'est une autre façon de travailler, exactement. Donc c'est vrai que pour certains, un courtier gratuit sera adapté.
Oui. ou un courtier payant. Tous les profils atypiques n'iront pas forcément voir un courtier payant. Tous les profils, je dirais, classiques n'iront pas forcément voir un courtier gratuit. Voilà, il y a certaines... C'est vraiment au cas par cas. Voilà, c'est au cas par cas. Je dirais que le plus intéressant pour éviter la généralisation, c'est le feeling qu'on peut avoir avec un courtier. Si on a eu des recommandations à notre courtier, voilà. Ouais, donc après c'est ça, c'est pas forcément dire t'es gratuit donc je viens pas te voir ou t'es payant, j'ai absolument pas. Exactement, il ne faut pas se limiter, il faut élever vraiment le débat à la confiance et le feeling, voire éventuellement les recommandations qu'on a pu voir sur ce professionnel. C'est vrai que je te rejoins dans le fait de, là c'est vraiment du business, donc c'est un peu du B2B. La recommandation est hyper puissante parce que c'est-à-dire que c'est une personne qui a déjà testé les services et si elle est satisfaite d'une personne et qu'elle recommande, c'est beaucoup mieux pour les deux parties parce que du coup la personne, le professionnel a moins besoin de se vendre et nous on arrive déjà confiant parce qu'on sait déjà que tu as bien travaillé, même si les profils sont différents, mais on sait déjà que tu as déjà eu... Exactement, c'est un peu comme dans ton métier en termes d'agent immobilier ou les artisans que tu peux après embaucher sur tes chantiers, c'est issu de recommandations. Et au moins c'est un gage de fiabilité. Voilà, c'est ça. Dans l'immobilier, dans tous les cas, dès qu'on nous recommande quelqu'un, c'est beaucoup mieux. Exactement. Ok, super. Est-ce que, admettons que là, il y a un client qui va venir te voir, comment est-ce que ça se passe? Donc, tu avais dit que tu avais l'analyse, on va dire, en amont, donc avant de vouloir investir. Comment ça se passe concrètement? Qu'est-ce qu'il doit apporter? Est-ce qu'il doit faire un dossier? Alors, généralement, on a un premier contact téléphonique, donc où le client décrit brièvement son profil et son projet. En fonction de cet appel téléphonique, donc on fixe un rendez-vous en visuel, en présentiel, donc au bureau. Et je vais lui demander d'apporter certains documents qui vont m'aider à établir la situation. Donc les documents vont être plus ou moins fournis en fonction de la situation, si c'est un simple entre guillemets calcul d'enveloppe ou si c'est à l'issue d'un compromis qui a été signé. Voilà, ces documents-là que le client va m'apporter vont m'aider à établir le profil, la situation, le projet et de savoir déjà tout de suite vers quelle banque je peux diriger le client. D'accord, ok. Donc s'il vient te voir parce qu'il a envie d'investir, très simplement tu vas lui demander quels sont tes revenus, est-ce que tu es dans ces Voilà, donc on va faire l'état des lieux des revenus, qu'ils soient revenus professionnels ou revenus de locatifs déjà existants, un bilan des charges, donc est-ce qu'en termes d'impôts, en termes de prêts déjà en cours, est-ce qu'il y a des pensions alimentaires, voilà, on va essayer de faire une situation globale. On va s'intéresser aussi aux avoirs des clients, que ce soit aux avoirs financiers ou patrimoniaux. Voilà, ce qui est très important aussi, c'est les relevés de compte. C'est souvent ce qui fait la différence, c'est les relevés de compte qui sont bons ou moins bons. Il faut une gestion drastique, c'est pour ça que je dis qu'il y a toujours une partie coaching de la part d'un courtier, parce qu'il faut présenter des relevés de compte qui sont sains. D'accord, sains. Combien de mois auparavant? 6 mois, 1 an, 3 mois? Alors, les banques vont demander 3 mois d'antériorité de relevé de compte. Néanmoins, maintenant, les banques ont mis en place un système où les commissions d'intervention, c'est-à-dire les frais quand vous avez dépassé votre autorisation de découvert, sont prélevés M+2. Ah, du coup, c'était pour parer un petit peu ça. Exact. Alors oui, notamment, et puis suite à une nouvelle loi qui impose aux banques en fait d'avertir du prélèvement futur des commissions d'intervention aux clients qui soient avertis plus tard. Mais de fait, ça a une répercussion dans notre métier parce que 3 mois du coup de bonne gestion de compte ne suffisent plus. On paye l'antériorité, exactement. Ok, donc là, l'idéal pour qu'on soit tranquille, c'est 6 mois. Voilà, c'est ça. Pour que les comptes soient clean. Il faut qu'il y ait un virement récurrent, par exemple, pour mettre de côté ou des choses comme ça? Alors, ce qui est très important aussi, c'est l'épargne. Donc, c'est l'effort d'épargne. Donc, c'est ce qu'on appelle aussi le saut de charge. C'est-à-dire, actuellement, par exemple, vous voulez acheter votre résidence principale. Donc, on va faire un calcul d'enveloppe, mais ce calcul d'enveloppe va prendre aussi en compte la faculté d'épargne que vous avez. Vous êtes actuellement locataire d'un studio à Lyon, 500 €. Et avec vos revenus, vous vous dites, j'aimerais bien acheter un T3 à Lyon. Les nouvelles mensualités seront d'environ 900 €. D'accord. Donc entre les 500 et les 900 €, on a ce qu'on appelle un saut de charge de 400 €. C'est qu'on va avoir 400 € de plus de charge. Exactement, voilà, plus la taxe foncière que vous n'aviez pas avant. Donc là, ce qui est intéressant et obligatoire aussi à regarder, c'est s'il y a une faculté du client de pouvoir assumer ces 900 €. Et ce qui fait foi auprès de la banque, c'est cet effort d'épargne qui doit être fait sur un compte épargne. Donc on doit vraiment avoir un virement au moins automatique
au moins égal au montant. Voilà, Ok. du Donc, delta. intéressant, c'est-à-dire que si on envisage d'acheter une résidence principale, actuellement on a un loyer de 400 € et qu'on arrive à mettre de côté 500 € par exemple par mois, et ben du coup on pourra se permettre d'avoir ça. Alors que si avec un loyer inférieur on est vraiment ric-rac, des fois on est un peu dans le rouge, là ça sert à rien d'y compter parce que ça veut dire que l'effort sera trop Trop important, et ça peu importe les revenus. Ok. Donc évidemment on a le taux d'endettement et les notions de reste à vivre qui sont importantes, mais même si vous avez des revenus de 3 000 € et un loyer de 500 € et une prévision d'achat à 1000, donc les ratios sont bons, Ouais, mais si on voit que vous n'arrivez pas à faire cet effort d'épargne, malgré vos revenus, on ne pourra pas vous suivre dans le projet. Ok. Donc c'est ça où c'est, enfin c'est là où c'est important, c'est parce que l'esprit des 33% n'est pas valable pour tout le monde en fait. Non. C'est une généralité. C'est une généralité, c'est surtout fait pour les petits revenus. Ok. C'est-à-dire que quelqu'un qui gagne 1 500 € ou 15 000 €, le ratio a plus d'importance pour quelqu'un qui gagne 1 500 € que pour quelqu'un qui gagne 10 000 €. D'accord. Voilà, donc c'est toujours à prendre avec précaution. Voilà. Ok, ça marche. Et parce que du coup, après, plus tu as des salaires qui sont élevés, plus tu calcules, plus c'est un reste à vivre qu'un endettement, on va dire, c'est ça? Oui, l'endettement a moins de poids quand on arrive sur des revenus qui sont élevés. D'accord. Ça reste quand même un indicateur parce qu'en fonction de certaines banques, même si on a des très bons revenus, le taux d'endettement va déterminer qui sera à même de pouvoir valider votre dossier. D'accord, ok, très bien. Et du coup, ça c'était vraiment en amont, et une fois que tu as signé le compromis, la personne, qu'est-ce qu'elle doit te ramener du coup si par exemple elle voit notre vidéo, elle a envie de collaborer avec toi, elle vient de signer un compromis, qu'est-ce qu'elle doit faire du coup? Donc là, on est sur les documents classiques qu'on pourra retrouver aussi si vous vous adressiez directement à une banque. Donc ce sera exactement les mêmes documents. Donc on est évidemment sur tous les documents relatifs à l'état civil. Donc que ce soit pièce d'identité, livret de famille, contrat de mariage éventuellement si vous n'êtes pas sous la communauté. Donc on a ces premiers documents, on a tous les documents relatifs aux revenus tirés de professionnels. Donc quand on est salarié, bulletin de salaire, contrat de travail. Quand on est travailleur non salarié, donc là on demande des bilans. Donc on demande aussi une antériorité, je dirais l'antériorité classique pour une banque pour appréhender les revenus d'un travailleur professionnel. Non salarié, c'est 3 ans. D'accord. Okay. Voilà. Oui, pour vraiment avoir voilà, exactement, qu'on ait une visibilité d'au moins 3 ans sur les revenus, qu'on voit s'il y a une évolution des revenus à la hausse, notamment signe de bonne santé d'une entreprise. Okay. Voilà, donc on a ces revenus professionnels, on a aussi les revenus professionnels tirés du locatif existant, donc les baux, les taxes foncières. Donc ça, ce sont tous des éléments qu'on va pouvoir prendre en compte. Concernant les charges, donc on va avoir les avis d'imposition évidemment, mais on va aussi avoir les tableaux d'amortissement et les offres de prêt actuelles déjà que vous avez, et éventuellement les pensions alimentaires ou autres. Donc toutes les sources de revenus diverses pour vraiment avoir une analyse générale de la situation. Parce que c'est vrai que des fois, juste une petite chose peut faire pencher la balance en bien ou en moins bien, juste une petite sortie ou rentrée d'argent, que ce soit par exemple des allocations familiales ou des choses Exactement, comme ça. certaines banques prennent en compte les allocations familiales. Donc ça c'est un point aussi intéressant quand on veut choisir une banque, qu'on soit nous courtiers ou les clients directement. Le plus important, c'est vraiment de choisir une banque qui peut prendre l'intégralité des revenus quand ils sont nécessaires à la solvabilité du projet. Donc je rajoute juste les derniers éléments, et ça on l'a déjà évoqué ensemble, qu'on va prendre en compte, c'est les relevés de compte et les relevés de l'épargne. Qui là, je pense que les clients souvent le sous-estiment, mais c'est vraiment ce qui fait la différence entre un dossier accepté et un dossier refusé. Oui, tout à fait. Parce que c'est vrai que moi, quand j'ai commencé à investir, j'ai eu un endettement à plus de 40%. Simplement parce que j'arrivais à mettre de l'argent de côté, j'arrivais à vivre en dessous de mes moyens, et du coup c'est ça qui avait vraiment penché dans ma balance, alors qu'à la base j'étais pas du tout comme ça. Mais comme tu dis, le fait de se faire coacher et de prendre les bonnes habitudes, ça te permet de, même avec un dossier qui est un peu ric-rac, de faire pencher en ta faveur. Ça peut être un élément très important pour les banques. Après, sachez que dans tous les cas, les banques restent maîtres de leurs décisions. Un courtier peut penser qu'un dossier peut être présenté à une banque, mais dans tous les cas, la banque est souveraine et des fois, voilà, le dossier peut ne pas passer. Néanmoins, oui, le relevé de compte fait une grande différence dans l'appréciation du dossier. D'accord, ça marche. Ok, est-ce que tu prends, du coup, parce que là tu vas recevoir les personnes, est-ce que tu prends tous les dossiers
Ou est-ce que tu sélectionnes aussi les dossiers? Enfin, comment est-ce que tu se passes? Alors, je dirais qu'il y a 3 cas de figure. Le premier cas de figure, c'est quand j'examine avec un client son dossier et son projet, et il y a compatibilité claire et nette. C'est-à-dire un endettement trop élevé, des mauvais relevés de compte, des revenus insuffisants ou un projet avec un montant trop élevé. Donc là, on est plutôt je dirais, dans le non définitif pour le projet. On a des clients qui peuvent venir aussi, donc deuxième cas de figure, pour un calcul d'enveloppe. Donc là, on est sur le deuxième cas de figure où on va être sur du long terme, sur du coaching. Donc pour l'instant, le dossier, si vous achetez tout de suite, ce n'est pas viable, mais dans quelques mois, en vous reprenant notamment sur la gestion des comptes, on pourra présenter le dossier. D'accord, ok, ça. Et troisième cas de figure, le client a signé son compromis et tous les voyants sont au vert dans mon appréciation, évidemment, la banque est souveraine. Dans mon appréciation, là j'accompagne, sachant que le compromis est le point de départ pour une présentation du dossier en banque. D'accord, donc tu ne présentes pas de dossier tant qu'il n'y a pas de compromis. Exactement. Parce que du coup, ça sert à rien de faire perdre du temps. Et en plus, les taux changent tous les mois, donc une simulation que tu peux avoir maintenant et même des conditions que tu peux avoir maintenant peuvent être différentes d'un mois à l'autre, donc c'est pour ça que tu attends d'avoir vraiment le compromis. Oui, exactement. Et quand on fait un calcul d'enveloppe, on prend toujours une petite marge de manœuvre à la hausse pour éviter quelques désillusions auprès des clients. D'accord, ok. Ok, intéressant. Donc c'est vrai que tu sélectionnes, enfin tu ne prends pas tous les dossiers. Non, je ne peux pas prendre tous les dossiers, exactement. C'est même bien au final pour les clients de leur dire, là je suis désolé, mais au vu de ta situation, vaut mieux que tu te rétractes pendant les 10 jours. Exactement, par exemple. ça m'est déjà arrivé. Oui. D'accord, ouais, parce que c'est. On a un vrai rôle de conseil. On n'est pas juste des pourvoyeurs de taux bas. On est aussi une aide à la concrétisation du projet et surtout être dans les délais. Un client qui s'engage derrière, c'est toujours plus compliqué que de l'avertir en amont et de lui dire attention pour ce projet-là, vous avez peu de chance, voire pas du tout d'être financé. D'accord, ok. Et dès que tu sélectionnes un dossier, est-ce que tu as un engagement envers ton client de lui trouver un financement ou de lui trouver un refus par exemple? J'ai un engagement de moyens. Ok. Et aussi de résultats. Alors, l'engagement de moyens, c'est que je vais tout faire, évidemment, une fois que le dossier est complet, pour faire passer le dossier. Bien sûr. Donc ça, c'est mon engagement de moyens, peu importe le temps que ça prendra. Évidemment, dans le respect des conditions suspensives qui sont notées au compromis, c'est-à-dire la date de dépôt de prêt. Donc là, une attestation, un mandat que vous signez pour le courtier fait office d'attestation de dépôt de prêt. D'accord. Et puis après, vous avez la deuxième condition suspensive qui est l'obtention des offres de prêt. Okay. Donc c'est vrai que dans ce laps de temps, j'ai une obligation de mettre tout en œuvre, évidemment, pour trouver le financement. Donc si toutefois, dans ce laps de temps, je n'arrive pas, les banques n'en veulent pas, j'ai une obligation de fournir les justificatifs de mes recherches, c'est-à-dire des refus de prêt. Donc tu as un devoir, on va dire. Exactement. Quand vous signez un mandat avec un courtier, ça donne au courtier certains devoirs aussi. Voilà, là, on est vraiment engagé à présenter le dossier sous son meilleur aspect. D'accord, ok, ça marche. Mais en contrepartie, les clients devront aussi fournir tous les éléments nécessaires à l'étude du dossier. Voilà, parce que si ils ne sont pas réactifs ou ils ne t'envoient pas les pièces quand il faut ou les pièces qu'il faut, tu peux plus du coup. Exactement, je suis entravée dans mon action. Et si les semaines passent sans que j'ai le dossier complet et qu'on arrive aux fins de conditions suspensives, voilà, il faut que je puisse prouver que j'ai fait toutes les démarches nécessaires, j'ai prévenu les clients de différents moyens, téléphone, mail, etc., en disant attention, le dossier n'est pas complet. D'accord, ok, ça marche. Et après, si tout se passe bien, comment ça se passe? Là, tu as trouvé un financement? Voilà, donc en fait, quand on reprend dans le rendez-vous, donc j'établis un cahier des charges, concrètement du client, il me donne ses préférences en termes d'apport, en termes de durée, de mensualité. Donc tout ça, c'est un travail aussi de conseil. Donc généralement, les clients ont leurs préférences. Nous, on regarde aussi ce qu'il est possible de faire en fonction de ce cahier des charges et des contraintes du profil du client. Donc par exemple, certains clients sont intérimaires, de longue durée, ou ont des CDD renouvelables, par exemple, dans la fonction publique, ou ont peut-être moins de 3 ans d'expérience professionnelle non salariée, donc, ou ont besoin d'avoir une prise en compte des revenus sociaux. Donc là, en fonction de ces contraintes, je dirais inhérentes au profil du client, plus à son cahier des charges, on sélectionne déjà quelques banques, nous courtiers, c'est-à-dire qu'on ne va pas inonder
la France entière, les banques de la France entière avec le dossier, c'est-à-dire qu'on a déjà une cible de 2 voire 3 banques qui potentiellement pourraient être intéressantes pour le client. Donc une fois qu'on a présenté le dossier aux banques, généralement on a un délai de 7 à 10 jours, hors période vacances scolaires, Noël ou autre. Donc là, les banques nous font une proposition écrite. Donc ça dresse qu'une proposition écrite. Donc une fois que j'ai une proposition qui est satisfaisante pour le client, je le rappelle et on voit ensemble, en présentiel le plus souvent. Voilà, je détaille la proposition. Si la proposition convient au client, je l'accompagne en banque, c'est-à-dire qu'on fait le rendez-vous banque où on signe les premiers documents, donc les documents précontractuels et pour la plupart des banques, l'assurance. D'accord, ok. Une fois qu'on a fait ce premier rendez-vous, ce premier contact, à l'issue de ce rendez-vous, les offres sont éditées. Le client les reçoit à la maison. Donc là, pareil, il y a un suivi. Donc il y a une durée de 11 jours, le délai Scrivener. Bien sûr. Voilà, donc souvent il y a des erreurs dans les dates de renvoi des offres de prêt. Donc le travail du courtier, c'est aussi de vérifier que les dates sont bien mises. Ça peut pas être tout bête, mais ça retarde un dossier, surtout quand la signature est proche. On vérifie que tout est bien paraphé, signé. Et le client envoie ses offres de prêt. Et la dernière étape, c'est le notaire. D'accord. Voilà. Et chez le notaire, tu vas avec le client? Exactement, j'accompagne le client chez le notaire, c'est une étape importante. Donc voilà, l'objectif aussi du courtage, en tout cas tel que voilà, j'en ai l'idée, c'est vraiment un accompagnement clé en main du client. Mon travail ne s'arrête pas à chercher juste une proposition intéressante pour le client, c'est un suivi tout au long du projet jusqu'à la signature notaire. D'accord, donc c'est là où c'est intéressant aussi cette notion d'être rémunéré par le client, parce que tu as un certain engagement, tu ne veux pas faire comme tu disais du volume, ou voilà, dans tous les cas, tu sélectionnes et tu laisses débrouiller le client avec la banque, avec le notaire. Exactement. Toi, c'est vraiment, tu prends le client, tu analyses vraiment toutes ses attentes, donc peut-être que c'est les indemnités de remboursement anticipé, les supprimés, les taux, enfin bref, tout ça. Après, tu le rediriges vers une banque qui peut être une banque en long terme, et c'est d'ailleurs ce que j'avais bien aimé pour un client qu'on a en commun, où tu as dit, je vais lui recommander cette banque, parce que je sais qu'après, il pourra se faire refinancer par cette banque tout seul. Exactement. L'objectif aussi du courtier, alors ça dépend des cas, mais notamment pour les profils investisseurs, c'est de ne pas faire du one-shot. C'est-à-dire ne pas aller juste chercher un taux, mais aller chercher une banque qui pourra après le suivre dans ses futurs projets. Donc c'est vrai qu'il y a certaines banques qui sont plus ou moins appétentes des profils investisseurs, mais il y a aussi des banques qui ont des conditions plus ou moins intéressantes pour les investisseurs, c'est-à-dire du 25 ans sans apport notamment. Ça c'est beaucoup recherché en ce moment par les investisseurs pour des notions de cash flow ou autres. Donc là, voilà, le fait de choisir une banque, ça fait aussi partie d'une démarche à plus long terme. Et des fois, c'est vrai que la banque d'à côté peut avoir un taux plus bas, mais après, si on souhaite s'engager avec elle dans de futurs investissements, on sera coincé parce qu'on sera sur du 15 ou 20 ans avec un apport. D'accord, ok. Voilà. Donc c'est ça qui est bien, c'est vraiment que toi, tu prends le client et tu l'accompagnes, tu trouves les meilleures conditions, tu vas en banque avec lui pour étudier les propositions de la banque. Donc on étudie les propositions et surtout on valide au moment de la signature des premiers documents à la banque que la proposition que le client signe est bien celle qu'on avait négociée aussi. Voilà, ça c'est très important parce que des fois il peut y avoir des bugs. Oui, il y a toujours des erreurs du côté courtier, du côté banque, ça peut arriver. Ça c'est intéressant et c'est surtout pour être sûr que les conditions n'ont pas changé. Et peut-être qu'il y a aussi des phrases, des choses dans les documents bancaires que les personnes ne vont pas comprendre. Donc c'est là où tu rajoutes et tu accompagnes vraiment encore plus le client. Oui, parce qu'on a toujours des questions de dernière minute. Et c'est vrai que lors du premier entretien, on essaye d'aborder aussi les notions d'assurance emprunteur, les notions de garantie. Donc on essaye un peu de vulgariser tout ça avec des termes que les clients peuvent comprendre. Des fois en banque, les termes utilisés ne sont pas les mêmes que ceux qu'on a pu poser. Donc voilà, il y a toujours des petites questions et pour que le client soit serein et ait un interlocuteur vraiment de son côté. Ok, très bien. Et après du coup tu vas chez le notaire, pareil pour être sûr que tout se passe bien et puis c'est souvent une étape un peu angoissante, un peu stressante. Donc c'est vrai que d'avoir quelqu'un de confiance qu'on a déjà vu plusieurs fois, voilà, c'est toujours une petite valeur ajoutée. D'accord, ok, super. Et pour la rémunération, donc
comment est-ce que ça se passe? Est-ce que c'est le notaire qui va te payer avec les fonds qu'il va débloquer? Est-ce que c'est le client qui devra le payer? Il peut le faire financer peut-être? Voilà, alors tout dépend du financement qui a été établi, mais en effet, sur certains financements, on peut intégrer les frais de courtage. D'accord. Voilà, donc là concrètement c'est inclus dans le prêt, donc les clients n'ont pas à le sortir directement, et donc là c'est la banque qui va débloquer sur facture. Donc en fait, tu donnes une facture au client, le client le donne à sa banque et... Non, je donne directement la facture à la banque avec qui on a une convention, donc les clients pour eux, voilà. Pour eux, c'est indolore. Ça peut être aussi en fonction de l'appel de fonds du notaire, ça peut être débloqué avec les fonds du notaire. Ou alors, dans certains financements où les honoraires sont en plus, je donne une facture au moment de la signature chez le notaire et les clients me règlent. Voilà. D'accord, ok, très bien. Juste après. Ok, super. Et on va faire une petite aparté sur le rachat de prêt. Est-ce que tu fais du rachat de prêt au sein de l'agence? Bien sûr. Donc le rachat de prêt peut être fait dans deux cadres. Donc soit dans un cadre sans nouvelle acquisition. Donc c'est-à-dire vous avez fait un prêt il y a quelques années, les taux ont fortement baissé. Vous souhaitez voir les nouvelles conditions que peuvent vous proposer les banques. Voilà. Mais un rachat de prêt est toujours envisageable en tant que tel, sans nouvelle acquisition. On peut aussi avoir le deuxième cas de figure où on peut faire un rachat de prêt. Donc on a un prêt dans une banque A, on a un nouveau projet et on s'aperçoit que c'est une banque B qui peut nous suivre. Donc ça peut faire partie aussi d'un projet global, de voir ce que la nouvelle banque aussi peut nous proposer pour qu'on ait tout dans une seule banque et qu'on évite les virements entre deux banques. Donc ça c'est aussi un truc que tu peux prendre en considération, c'est si le client a déjà investi, est déjà propriétaire, d'essayer de voir une proposition globale de la banque avec ce nouveau projet pour lequel il vient de voir, plus le rachat des autres, et comme ça tu mutualises. Exactement, évidemment dans la limite où le client n'est pas perdant. Bien sûr. Alors, là tu soulèves un point intéressant, c'est quand on a déjà un patrimoine immobilier assez conséquent. Donc, les banques refusent de faire des prêts en sec, c'est-à-dire juste un prêt et puis s'en va. D'accord. C'est-à-dire que les banques vont demander d'avoir des contreparties. Donc, les contreparties, c'est les contreparties classiques qu'on a, domiciliation des revenus, ouverture de compte, moyens de paiement, assurance, épargne. Quand on a un patrimoine déjà élevé, on a déjà ces choses-là dans nos précédentes banques. Avec un engagement. Avec des engagements aussi qu'on a dans d'autres banques. Donc c'est là où un peu on se heurte à un plafond de verre, c'est ces contreparties. D'accord, ok, très bien. Bon, bah, je pense que sur le courtage, on a fait un bon petit tour. Voilà, déjà. Un bon petit tour. Là, on va partir plutôt sur la partie financement. Donc, tu vas... je vais te poser quelques petites questions pour que tu puisses nous donner quelques astuces, conseils, tips un peu que tu utilises au quotidien pour négocier avec les banques. Parce que du coup, l'avantage, c'est que c'est vraiment ton travail d'être en relation avec les banques et d'analyser qu'est-ce qu'elles préfèrent pour que toi, tu puisses négocier les meilleures contreparties. Donc déjà... qu'est-ce que tu conseillerais? On en a parlé un petit peu tout à l'heure dans le coaching, mais voilà, pour les personnes qui souhaitent investir dans l'immobilier, qui n'ont pas investi dans l'immobilier, qu'est-ce que tu conseillerais de faire? Donc on a parlé des comptes, est-ce qu'il y a d'autres choses à faire? Par exemple, il y avait les tenues de compte, des virements, voilà. Alors, un investissement en résidence principale ou en locatif? Pourquoi pas les deux? Commencer par la résidence principale et après l'investissement locatif. Alors, quand on investit en résidence principale, là, on va essayer de chercher les meilleures conditions, notamment tarifaires. Donc, c'est le seul moment où je parlerai de taux. C'est-à-dire que le débat taux a vraiment une importance en résidence principale, car on est sur un investissement long terme et souvent conséquent. Donc là, le plus important, c'est d'essayer d'avoir une épargne assez conséquente pour qu'on ait les meilleures conditions. Pourquoi? Les taux en banque sont fixés sur plusieurs critères, mais qui sont récurrents, c'est-à-dire la durée, évidemment, la durée définit le taux, mais aussi l'apport et les revenus. Pour du locatif, les meilleures conditions qu'on peut obtenir se font grâce aussi à une épargne. Donc, épargne ne dit pas apport. C'est-à-dire qu'il y a certaines banques qui vont accompagner le client sur un financement à 110% sur des longues durées, nécessitant notamment la totalité en épargne des frais. Donc quand je dis des frais annexes, c'est frais de notaire, les frais de garantie bancaire et les frais de dossier, voire éventuellement les frais de courtage. Maintenant, comment une personne, elle est chez elle par exemple, elle habite
malheureusement pas sur Lyon, donc tu ne peux pas l'accompagner. Comment est-ce qu'elle peut faire pour monter son dossier? Du coup, on en a parlé un petit peu, mais voilà, si elle veut investir dans l'immobilier, on avait vu toute sa situation, elle, de son côté, mais est-ce qu'il faut qu'elle commence à parler un peu du projet, si c'est un investissement par exemple, sur la vision, sur le prix d'achat, s'il est intéressant? Donc, qu'est-ce qu'analyse une banque? Dans tous les cas, je pense qu'il est sage, avant de se positionner sur un bien, de faire une étude avec un professionnel quel qu'il soit, la banque ou un courtier, voilà, au moins de sa capacité. D'accord, donc déjà on valide pour sa situation financière. Exactement. J'encourage plutôt un courtier. Pourquoi? Parce que, voilà, comme on l'avait dit ensemble, en fonction des banques, on a des conditions différentes, on a une prise en compte des revenus qui diffère aussi. Donc, au moins un courtier pour valider un calcul d'enveloppe. Donc ça, je dirais que c'est la première étape. Une fois qu'on a un budget qui a été fixé, là, évidemment, on peut commencer à la recherche de biens, mais attention, on ne se positionne pas immédiatement sur un bien si la situation ne le permet pas. Donc, notamment, si on est en CDI encore en période d'essai, si on a des relevés de compte avec des commissions d'intervention, ça arrive, on a tous plus ou moins des petits accidents, mais la banque va avoir que ces preuves-là, que les 3 derniers relevés de compte. Donc ne pas se précipiter si on a eu des mois un peu chaotiques, et notamment si on n'a pas des mouvements d'épargne, comme on l'avait expliqué avec le saut de charge, voilà, commencer à mettre en place une épargne régulière, pas seulement 3 mois avant. Donc c'est-à-dire, si vous avez 1 500 € de côté et qu'on voit que vous avez fait sur les 3 derniers mois 500 € de virement par mois, la banque n'est pas dupe. Donc voilà, donc prenez votre temps aussi, mais surtout préparez bien le projet. Et est-ce que la banque analyse le projet en lui-même? Donc si on achète trop cher, si on n'achète pas cher, est-ce que c'est des notions qu'elle prend en compte ou pas forcément? Alors ça m'est déjà arrivé sur un dossier où l'emplacement du bien posait problème. Exactement, pour une résidence principale, parce qu'elle s'est dit, si le client est en défaut, jamais on n'arrivera à récupérer la somme qu'on a prêtée. D'accord, donc là c'est plus en notion de garantie que Exactement. La banque a un peu envie de garantir tout ça pour qu'il y ait un exit qui soit plus facile. Exactement. En résidence principale, il n'y a pas forcément d'obstacle. Ce qui est commun avec le locatif et la résidence principale, c'est le montant des travaux. Donc évidemment, quand on est au prix du marché, mais qu'on veut faire de jolis travaux, soit pour une résidence principale, soit pour une utilisation détournée d'un bien, donc par exemple en colocation, on doit créer plusieurs espaces. Mais si on devait demain le revendre, on ne le revendrait pas comme une coloc, mais comme un bien classique. Donc là, le montant des travaux, pour certaines banques, pose problème. Donc il ne serait pas forcément justifiable en cas de revente. Exactement. Donc là, la banque, pareil, se pose la question, si demain le client est en défaut de paiement, est-ce que je vais pouvoir retirer cette somme? Donc là, il y a certaines banques qui refusent un montant trop élevé de travaux. D'accord. Et est-ce que c'est un montant avec une proportion, genre par exemple 50% des... Certaines banques, c'est 30%. De la valeur du bien. Voilà, exactement. 30% du prix d'achat, les travaux ne doivent pas dépasser. Sinon, la plupart appellent un expert. D'accord. Ou sinon, c'est un non catégorique si on est au prix du marché. Voilà, par contre, si on achète 30% moins cher, qu'on fait l'équivalent de 30% du budget de travaux, on sera au prix du marché, donc là, ça peut rester court. Alors attention, les banquiers ne sont pas aussi des professionnels de l'immobilier. Voilà, certains vont peut-être aussi regarder, il y a certaines banques qui sont plus à l'écoute et regardant sur le secteur, la rentabilité, mais la plupart du temps, un montant trop élevé, au-delà de 30%, freine la plupart des banques. Est-ce qu'il faut transmettre à chaque fois, si par exemple c'est un bien qu'on estime sous-coté, qui est en dessous du prix du marché ou qui nécessite beaucoup de travaux, une valeur vénale de l'appartement en cas de remise à l'État, enfin en cas de grosses rénovations, donc par exemple une agence immobilière qui vend un appartement 30% en dessous du prix du marché, est-ce que c'est nécessaire pour le dossier que l'agent immobilier fasse une estimation en cas de grosse rénovation pour un bien classique qui se vend sur le marché? Oui, ça peut être intéressant. Exactement. Ça peut permettre aux banques de lever certaines réticences quant à la garantie d'impayé, que le bien, une fois les travaux achevés, pourra être vendu tel montant. Néanmoins, le défaut de paiement peut aussi intervenir avant la fin des travaux, et là on se retrouve toujours sur le même problème. On reste sur une appréciation souveraine de la banque,
Et là, on est au cas par cas, je ne peux pas donner de généralité. Ok, d'accord, très bien. Et idem pour des loyers, donc si par exemple une personne dit j'ai envie de faire une colocation dans cet appartement, pour reprendre la colocation, comment tu calcules les loyers? Est-ce qu'on vient en disant je vais louer 3 chambres à 500, ça fera 1500? Ou alors est-ce qu'il faudrait peut-être les deux, cette valeur ou d'autres valeurs? Alors là, tu soulèves un point intéressant dans le locatif. Donc là, j'ai souvent affaire, notamment grâce à toi, à des clients qui souhaitent investir en colocation notamment ou en courte durée. Donc là, évidemment, on a une estimation de loyer beaucoup plus importante quand on divise par chambre ou quand on fait à la nuitée. Néanmoins, pour les banques, elles n'apprécient pas ces loyers surestimés. Elle va se limiter à une valeur vénale classique à l'année, meublé ou non. Meublé, on gagne un petit peu. Donc là, c'est important car quand on ne doit pas solvabiliser l'opération uniquement sur les futurs revenus que l'on pense tirer d'une colocation. C'est-à-dire que le projet doit être viable en prenant uniquement les revenus tirés d'une exploitation classique, comme si on louait à une famille à l'année. D'accord, donc c'est ça qui est important et c'est aussi un gros conseil que je dis, c'est que les appartements, lorsqu'on achète un, qu'on vise une exploitation qui est plus rentable, donc comme tu dis, location courte durée, colocation ou autre, ce qu'il faut toujours voir, c'est au cas où, s'il y a une interdiction de location courte durée ou si la copro interdit la coloc, même si ça reste extrêmement rare, il faut toujours que le bien s'autofinance en location meublée classique, on va dire, et du coup dans tous les cas, les banques prendront cette indication aussi. Cet indicateur qu'ils pondéreront à 70 ou 80%, donc on a à nouveau une diminution et cette partie-là correspond aux charges et aux taxes. D'accord, donc en gros pour donner des chiffres, si on trouve un appartement qui peut se louer classiquement 1000 €, on peut générer 1500 € avec la colocation, donc 3 chambres à 500, la banque va prendre que les 1000 €, elle ne va pas forcément prendre que les 1000 € qu'on peut générer, 700. elle prendra 700 ou peut-être 800. Voilà, donc il faudrait que la mensualité tourne autour des 700, 800 €, pas plus, la mensualité du crédit pour qu'on soit vraiment, pour que ce soit le plus simple possible à faire passer. Alors sachant que dans du locatif, les banques peuvent aussi prendre en compte une mensualité plus importante que les gains espérés pondérés à 70% du moment qu'on reste dans les ratios. Mais c'est vrai que pour présenter le dossier à une banque, elle prendra pour un futur investissement, sur l'investissement actuel que vous souhaitez faire, elle prendra ces indicateurs-là. Donc c'est vrai que des fois on plombe un peu le taux d'endettement. Maintenant, comment sélectionner une banque? Donc il y a une personne, je ne sais pas, il n'y a aucun courtier qui lui convient dans sa région et elle cherche une banque. Donc quels sont, selon toi, les critères qui peuvent être intéressants pour un investisseur, je l'entends, à analyser? Alors pour un investisseur, quand on parle du locatif, le plus important c'est déjà d'éliminer le débat tout. D'accord. Parce que voilà. Je pense qu'avec tes vidéos, les clients potentiels sont avisés que tout ce qui est intérêt du prêt, assurance, tout ça est déductible. Tout à fait. Voilà, donc le plus important dans du locatif, c'est vraiment le cahier des charges, durée, apport. Voilà. Donc, et puis, modulation du prêt notamment. Voilà, toutes les petites options, analyse du prêt. Donc modulation, qu'est-ce que tu entends par exemple? Donc les modulations, c'est la possibilité contractuelle de pouvoir gratuitement moduler à la hausse ou à la baisse les mensualités. D'accord. Donc ce qui est intéressant pour un investisseur qui pense louer le bien tant, que pendant un an, voilà, il n'a pas eu les revenus qu'il espérait, plutôt plus faibles. Donc là, il y a aussi une possibilité contractuelle qui diffère selon chaque banque, mais il y a des possibilités aussi de diminuer les mensualités. Certaines banques le proposent. Voilà, donc ça c'est des petits avantages aussi qui sont intéressants à voir aussi et à demander aux banquiers. Et d'ailleurs pour rebondir là-dessus, c'est vrai que ça peut aussi être stratégique ce genre de modularité. D'ailleurs j'avais vu avec Maxime qui bosse dans ce cabinet aussi. Qui est le directeur. Qui est le directeur de ce cabinet MT Finance. Et ce qu'il avait fait, c'était assez stratégique, c'est qu'il m'avait financé sur 15 ans, avec un taux de 15 ans, avec la modularité au bout d'un an de rajouter 5 ans dans le crédit. Donc au final d'avoir un crédit de 20 ans avec un taux de 15 ans à l'époque. Donc c'est là aussi où il y a des modularités, on peut être stratégique pour pouvoir jouer un petit peu. Exactement. Alors évidemment dans la limite où le dossier passe sur une durée plus faible. Voilà. Mais ça peut être aussi quelque chose de faisable, c'est-à-dire que la modularité peut se déclencher au bout de 1 an et demi, 2 ans, ça dépend des banques. Mais oui, vous conservez toujours le taux actuel en usant la modularité.
Donc pour en revenir, pour choisir la banque, il faut se concentrer vraiment sur les éléments qui nous sont essentiels et je pense notamment à la durée et à l'apport. D'accord, ok. Et sinon, au sein de, ça va être les conditions, au sein du banquier, est-ce qu'il y a des différences entre les banques en fonction des décisions? Il y en a qui sont peut-être pris en interne, d'autres qui doivent remonter un siège, des conseillers qui sont peut-être plus ou moins avisés. Donc, comment est-ce que ça se passe concrètement? Quels sont les conseils que tu donnerais à une personne qui enchaîne les rendez-vous bancaires pour bien cibler sa banque? Alors là, on est un peu au petit bonheur la chance. D'accord. Que ce soit d'ailleurs pour des courtiers ou des banquiers. Mais en ce qui concerne les banquiers, comme on l'avait évoqué un peu plus tôt, les banquiers sont des généralistes. C'est-à-dire qu'on leur demande de vendre une multitude de produits. Donc certains ne sont pas forcément avisés sur les prix immobiliers, débutent, on a tous débuté un jour. Voilà. La différence, c'est qu'en tant que courtier, nous, nos interlocuteurs, ce sont les chargés d'affaires immobilières, donc de la prescription. D'accord, donc ils sont les tâches du... Voilà, c'est un service spécialement dédié au prêt. Okay. Donc on est sur des spécialistes à nouveau. Donc c'est-à-dire qu'on discute de spécialiste à spécialiste. D'accord. Donc c'est vrai que c'est un peu délicat quand on fait des rendez-vous bancaires. Quand on enchaîne les rendez-vous, parfois voilà, les banquiers ont tous leurs propres contraintes, mais certaines ne sont pas connues aussi. Okay. Voilà, c'est pour ça que je recommande quand même de passer par un courtier, surtout quand on n'a pas de banque historique, voilà, dont on connaît un peu toutes les ficelles. Voilà, quand on est des jeunes primo-accédants, par exemple, faire le tour des banques, oui, mais chaque banque après fait à sa sauce. D'accord. Et au sein d'une agence, est-ce qu'il y a des différences? Est-ce que toutes les décisions de toutes les banques, de toutes les agences sont prises, par exemple à Paris, donc au niveau supérieur, ou est-ce qu'il peut y avoir des décisions en interne, avec un pouvoir de délégation en interne, ou pas? Donc comment est-ce que... Alors oui, donc en effet, donc là on peut voir au sein d'une banque, différents conseillers peuvent avoir des habilitations, des délégations qui sont différentes, aussi en fonction, par exemple, s'ils sont débutants ou considérés comme seniors. La plupart des décisions, quand on est sur un dossier classique, le niveau de décision est directeur d'agence. D'accord, donc c'est le directeur d'agence. Voilà, exactement. On ne sort pas du cadre de l'agence quand on est sur un dossier avec, je dirais, des ratios classiques. Donc ratio, donc taux d'endettement, reste à vivre, voilà, qu'on n'a pas voilà, de situation particulière. Donc bon père de famille. Exactement. Voilà. Ça, c'est toutes les banques où le directeur peut dire ok, on finance sans passer par... Exactement, oui. Une fois qu'on sort du cadre, notamment on évoquait tout à l'heure le taux d'endettement, quand il est élevé, même si parce qu'on a des forts revenus, donc on reste cohérent. Voilà, en fonction du taux d'endettement, par exemple, ou alors de la durée d'activité non professionnelle, là on passe à un service du siège. Donc les banques qui sont régionales, là on passe au siège de la région, on n'est pas obligé à chaque fois de passer par Paris. Pour les banques régionales, on reste sur un service des engagements régional. Mais on n'est plus dans la délégation de la banque. Et là, ça peut être un frein. Parfois, certains banquiers ne veulent pas présenter le dossier parce que c'est quand même plus long à présenter si on change d'interlocuteur. D'accord, ok, ça marche. Et pour tout ce qui est des montants, est-ce qu'on peut le savoir? Par exemple, une personne rentre dans une banque, est-ce qu'elle peut demander quel est votre pouvoir de délégation, ou c'est des choses qui ne se font pas trop, il faut chercher peut-être sur Internet ce qui se fait? Alors, le banquier pourra lui dire à l'issue de l'examen de son dossier si le dossier est dans sa délégation. Oui, ça c'est quelque chose qui peut se dire. Mais on en revient toujours au fait qu'un projet immobilier doit se faire quand même de manière réfléchie et le client qui passe la porte d'une banque doit connaître déjà son pouvoir d'achat et doit savoir s'il est dans les clous ou pas. D'accord, ça marche. Maintenant, on va passer à la section négociation. Donc, qu'est-ce qu'on peut négocier dans un prêt? Donc, on a parlé du taux qui est, forcément, si on veut faire un investissement en l'occurrence, c'est pas la base qu'il faut négocier. Il y a pas mal de choses. Est-ce qu'on peut les aborder avec toi? Qu'est-ce que tu regardes? Donc, voilà, il y avait le taux, l'apport, la durée, la modularité. Exactement. Donc on a aussi des petits éléments comme les indemnités de remboursement anticipé, donc qui peuvent être intéressants pour un investisseur qui fait par exemple une loi bien, c'est lié. Exactement, voilà, qui fait partie d'un programme de défiscalisation. Donc là, il y a une durée de détention de 7 ou 9 ans. Donc on sait qu'à l'issue, on ne le gardera pas forcément. Donc là, ce qui peut être intéressant de négocier, c'est les indemnités de remboursement anticipé.
Donc c'est le fait de rembourser en anticipé son prêt parce qu'on Exactement, parce qu'on veut revendre le bien. Donc là, en fait, la banque applique des pénalités qui correspondent à 6 mois d'intérêt. D'accord. Au moment de la vente. Donc en fait, vous prenez votre tableau d'amortissement, vous avez plusieurs cases, vous avez la partie capital amorti et la partie intérêt. Donc vous calculez les intérêts sur les 6 derniers mois et ça vous fera grosso modo la somme de pénalité. Ouais. Donc pour éviter de payer cette pénalité, on peut négocier évidemment à partir d'un certain nombre d'années d'amortissement du prêt, donc de mise en œuvre de la mensualité totale du prêt. On peut essayer de négocier, oui, qu'il n'y ait plus d'indemnité de remboursement anticipé. Est-ce que c'est possible qu'il y ait 0 année, on va dire, de détention, qu'on peut le revendre dans 6 mois sans payer ses indemnités, ou il faut avoir vraiment un dossier exceptionnel pour pouvoir obtenir ces conditions? Alors si c'est 6 mois, là on partira plutôt sur un achat-revente. Voilà. Où là, du coup, cette forme de prêt-là, on a des conditions spécifiques. D'accord, donc un taux beaucoup plus élevé, mais par contre des conditions de... Voilà, on est sur des conditions totalement différentes. Okay. Mais si on reste sur un prêt classique d'investisseur, généralement, les banques demandent au moins un minimum d'années d'amortissement. Okay. Et surtout, certaines demandent en plus, pour obtenir aucune indemnité de remboursement anticipé, que le futur bien soit financé par leur soin. Ah d'accord, donc voilà. Si on ne finance pas le futur bien, c'est là où... Alors ça dépend. Il y en a qui posent des conditions en termes de durée, mais d'autres en termes de durée, plus en termes de future acquisition. Voilà, il y a certaines conditions, évidemment, qui sont légales où ne sont pas appliquées les pénalités, mais dans quand c'est juste une revente de complaisance, sans cas de force majeure, là, la banque est souveraine. Donc, évidemment, nous, courtiers, on peut faire cette action-là. Le client à la banque peut aussi le demander, mais derrière, il y aura vraiment une contrepartie qui sera demandée. Mais là, on est sur du cas par cas. Je ne peux pas faire de généralité. Maintenant, pour tout ce qui est garantie. Donc il y a plusieurs garanties. Est-ce que tu peux déjà nous parler de toutes les garanties possibles et qu'est-ce que les banques préfèrent, qu'est-ce qui est le plus facile à obtenir dans quel cas? Alors au niveau des garanties bancaires, on a évidemment les garanties que l'on prend chez le notaire, qu'on connaît bien, hypothèque et PPD. D'accord. On a les garanties bancaires, donc les cautions bancaires qui diffèrent selon les groupes bancaires et on a Crédit Logement, qui là aussi est un organisme de caution bancaire. Les banques laissent peu de choix quant à ces organismes. Donc la plupart maintenant vont s'orienter vers des organismes de caution bancaire car elles vont leur déléguer le risque. C'est ça, donc elle veut se... Exactement, voilà. La contrepartie pour les clients, c'est, je dirais, un dossier qui doit être encore plus soigné. D'accord. Parce que ces organismes-là qui assurent le risque en cas d'impayé ont des critères très stricts. D'accord, parce que du coup ils prennent beaucoup de responsabilités. Parce que eux prennent le risque à la place, voilà. Donc, on a une marge de manœuvre du coup plutôt limitée. Certains organismes ne transigeront pas et demanderont à ce que le dossier soit validé par l'organisme de caution bancaire et ça peut être un motif de refus du prêt si l'organisme ne suit pas. Ils ne veulent pas prendre d'hypothèque. Exactement, parce que c'est à eux qu'incombera la démarche. Voilà, d'aller rechercher, de le mettre aux enchères, etc. Voilà, de recouvrer la dette du client. Donc c'est là où il faut fournir vraiment un bon dossier bancaire avec les meilleures conditions pour pouvoir obtenir, pour qu'ils disent oui et pour que la banque du coup puisse financer. Mais si par exemple, toutes les banques refusent si l'organisme refuse. Alors il y a certaines banques qui ne marchent qu'avec des organismes de caution bancaire, Crédit Logement ou les organismes de caution en fonction des groupements bancaires. Donc là, oui, c'est un vrai motif de refus. Certaines banques sont plus souples et acceptent si, par exemple, on a un dossier, on a eu 2-3 commissions d'intervention qu'on peut expliquer. Mais on est obligé de le dire à l'organisme. L'organisme refuse. Donc là, certaines banques ont la possibilité de prendre des garanties réelles, de type hypothécaire. Donc là aussi, c'est toujours aléatoire. C'est au cas par cas. C'est au cas par cas. D'accord. Et maintenant, comment est-ce que tu peux négocier ces conditions? Là, on a vu à peu près toutes les conditions qu'il y a. Est-ce qu'il y a des petites stratégies que tu peux... des choses que tu peux dire, des choses que tu peux montrer en disant voilà, je fais ça et en échange, je veux ça?
Qu'est-ce que tu recommandes grosso modo? Alors, je dirais, les banques ont toutes le même intérêt, c'est d'avoir de nouveaux clients et des nouveaux clients qui ont une relation exclusive avec eux. D'accord. Et donc on est bien à la notion du banquier commercial. Exact, oui. On reste sur, de toute façon, une banque vit avec évidemment des prêts, mais aussi tous les à côté. Donc c'est-à-dire que là où on a une marge de négociation, c'est quand le client évidemment s'engage à domicilier tous ses revenus, à avoir un fonctionnement, je dirais, de manière intégrale avec cette banque-là, et notamment à prendre l'assurance habitation, des parts sociales pour certains organismes, à mettre en place des épargnes programmées, donc qu'il y ait épargne programmée de type PEL ou assurance vie. Donc là, ce sont des points quand même qui sont intéressants pour les banques, mais ce sont quand même aussi pour la plupart des points qui sont incontournables pour l'acceptation du prêt. Donc c'est vrai qu'on a de moins en moins de marge de négociation, mais néanmoins, voilà, vous avez dans votre banque actuelle 2 PEL pour le couple et 3 pour les enfants, quelques assurances vie, des avoirs, voilà. Ça évidemment, quand on a quelque chose à mettre en face, on peut essayer de négocier certaines choses. Mais donc ça se joue plus en contrepartie. J'ai ça à proposer, exactement, et je veux essayer d'avoir les meilleures conditions sur ça. Exactement. Mais là, on reste sur du cas par cas. Ça dépend du conseiller, ça dépend du directeur d'agence ou de la directrice d'agence. Voilà. Et on peut essayer par exemple de jouer, de dire le taux, tu me fais celui que tu veux, par contre je ne veux pas mettre d'apport. Ça, c'est des choses qui sont faisables ou pas trop? De toute façon, certaines banques ont des règles d'engagement sur lesquelles elles ne peuvent pas déroger. C'est-à-dire qu'il y a, par exemple, pour du locatif dans une banque X, si on veut avoir du 20 ans, c'est obligatoirement avec des frais, sinon c'est dérogation au siège. D'accord. Donc là, ça dépend du conseiller qui va recevoir la personne. Est-ce qu'il veut faire les démarches jusqu'au siège? Il y a toujours des dérogations possibles en banque en présentant une offre concurrente. Donc ça, évidemment, oui. Après, on est sur un jeu où on gagne peut-être 0,05 à chaque fois qu'on va vers l'autre banque, sachant que les banques ne sont pas dupes et ne vous donnent pas forcément les propositions écrites. Oui, c'est sûr. Voilà, donc une négociation de taux, voilà, il faut toujours avoir quelque chose dans la balance. Voilà, pas forcément des 100 et des 1000, mais voilà, leur prouver qu'il va y avoir une relation intéressante, voilà, des assurances, voilà, des choses qui créent du PNB, du produit net bancaire. Ok, très bien. Dernière question, c'est sur le lissage de prêt. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur ce qu'est le lissage, les bénéfices? On rentre un peu dans le technique, donc ça c'est le travail du banquier et ou du courtier. Donc en fait, certaines banques vont faire une ligne de prêt. Donc classiquement, vous avez un appartement, un prêt sur 20 ans, un taux fixe, etc. Certaines banques, on peut, je dirais, un peu s'amuser. C'est-à-dire qu'on peut mixer plusieurs lignes de prêt. Donc pour faire simple, on a par exemple un bien sur 25 ans. Mais elle propose aussi une offre sur 20 ans, par exemple à un taux réduit. Donc on peut l'ajouter et on peut rajouter une deuxième ligne à 15 ans, à un taux évidemment de 15 ans, donc toujours plus bas. D'accord. Et on fait ce qu'on appelle un lissage, c'est-à-dire qu'on prend ces 3 données et on en sort une mensualité et un taux constant, moyen. D'accord. Et en gros, par exemple, pendant 5 ans, on va rembourser surtout le premier crédit qui se finit tôt, et après ce sera un peu... Voilà, exactement. On sera obligé de glisser de toute façon pour avoir une mensualité constante. Il y aura toujours un prêt qui prendra une place prédominante et le deuxième prêt est souvent plus petit qui du coup se déclenchera à la fin. Donc par exemple, si on achète un appartement à 100 000 €, on peut avoir une ligne à 40 000 sur 25 ans, une ligne à 40 000 sur 20 ans et une ligne à 20 000 par exemple sur 15 ans. Et la banque va lisser tout ça et faire une mensualité fixe. Alors on s'arrête souvent à 2 lignes, plus une troisième ligne promotionnelle, par exemple quand on est primo-accédant ou quand on est jeune. Voilà, mais évidemment, oui, on va faire une ligne principale sur 25 ans au taux de 25 ans qui est évidemment souvent plus élevé, une ligne sur 15 ans et potentiellement une ligne promotionnelle et en effet, on a après un taux moyen et une mensualité constante. Ok, bon, bah, ça c'était super et ça c'est hyper avantageux parce qu'on peut avoir des taux sur 25 ans du coup réduits. Exactement, de fait, en ajoutant des lignes avec des taux réduits, on réduit considérablement le taux. Ça, ce ne sont pas toutes les banques qui le font, mais c'est vrai que c'est un type de montage qui peut être intéressant pour les clients sur une longue durée. Ok,
Bon, je pense que j'ai répondu, enfin, tu as répondu à toutes mes questions. Je te remercie en tout cas. Merci à toi. J'espère en tout cas que cette nouvelle émission du coup vous a plu, ce nouveau rendez-vous de l'investisseur. N'hésitez pas à partager cette vidéo. D'ailleurs, Emeline, où est-ce qu'on peut te retrouver? Comment est-ce qu'on peut te retrouver? Des personnes peut-être ont envie de travailler avec toi. Comment est-ce que ça se passe? On peut t'envoyer un mail? Oui, donc j'ai évidemment un compte Facebook, donc par message privé, voilà, Messenger sans problème. Ok. Voilà, et puis donc Emeline Chabert. Voilà, Emeline Chabert, voilà, tout simplement. Okay. Dans tous les cas, je mettrai tout dans la description, donc que ce soit son compte Facebook où vous pouvez aller lui envoyer un message privé et aussi son adresse mail directement. Voilà, adresse mail et portable professionnel. Voilà, je reste à la disposition de chacun. Et n'hésitez pas à dire que vous venez de ma part, comme ça vous serez encore mieux accueillis que ce que vous êtes déjà. Non, je ne fais aucune distinction au niveau des origines des clients. Ça. En tout cas, j'espère sincèrement que ce premier rendez-vous de l'investisseur vous a plu. N'hésitez pas à partager cette vidéo, à la liker, à me dire dans les commentaires quel type de rendez-vous suivant vous aimeriez voir, donc que ce soit avocat, fiscaliste ou expert comptable ou autre, je ne sais pas ce que vous souhaitez, donc n'hésitez pas à me mettre ça aussi dans les commentaires. Et moi je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao ciao. Merci Maxence. Avec plaisir.